Bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui sort un peu de mes thèmes habituels, la procrastination. J'ai lu que la procrastination touchait environ 25% des Américains. J'imagine que la proportion doit être à peu près équivalente chez nous. Alors, je voulais faire cette vidéo le 25 mars, journée de la procrastination, mais voilà, je la fais le 1er mai, fête du travail. Allez y comprendre quelque chose. Bon, vous savez tous ce que ça veut dire, la procrastination. Remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Mais les choses sont un peu plus compliquées et plus intéressantes que ne le dit cette simple définition. Commençons par un peu d'étymologie. Procrastination vient d'un mot latin, procrastinatio, qui signifie simplement ajournement. La procrastination, c'est aussi une forme d'acrasie. L'acrasie, elle vient du grec et signifie absence de pouvoir. Ça veut dire que notre raison et notre volonté perdent leur pouvoir et nous nous mettons à faire quelque chose qui va à l'encontre de notre meilleur jugement et donc à l'encontre de notre intérêt futur. Des exemples. Fumer. Regarder une série au lieu de nous mettre à un travail important et urgent. Mais procrastiner, c'est pas simplement repousser au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. C'est repousser volontairement une action en sachant très bien qu'on s'expose à des conséquences fâcheuses. On dit souvent que procrastiner nous permet d'obtenir un plaisir immédiat et de fuir un sentiment d'inconfort. Il est bien démontré que notre cerveau préfère le plaisir immédiat à un plaisir différé. Vous êtes d'accord? Mais ce plaisir immédiat peut être trouvé aussi bien dans quelque chose de futile, comme googliser le nom de votre acteur favori, que dans une action importante, voire utile. Car tous les procrastinateurs ne sont pas des fainéants. Une question intéressante, c'est bien entendu de se demander pour quelles raisons on ressent un mal-être, un inconfort, lorsque nous avons une tâche particulière à faire. Car nous ne procrastinons pas tous pour les mêmes actions. Parfois, il peut être utile de réfléchir sur notre histoire, nos modèles familiaux, nos expériences douloureuses, voire traumatiques. On pourrait aussi se demander si la procrastination ne serait pas induite par la société, car certaines expressions courantes nous encouragent à procrastiner. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ou bien, mieux vaut tenir que courir. Alors procrastiner, est-ce une maladie, un trouble de la personnalité, une mauvaise habitude, un manque de motivation, un schéma parental, ou bien un simple défaut? J'ai cherché dans le DSM-5, le manuel des troubles mentaux, si la procrastination y figurait. Elle n'apparaît qu'une seule fois, non comme une maladie, mais comme un symptôme possible de la thésaurisation pathologique. C'est la difficulté persistante à jeter ou à se séparer de certains objets. J'ai retrouvé aussi dans un dictionnaire de psychologie comme une manifestation possible d'une personnalité qu'on appelle la personnalité passive-agressive. Ce sont des gens qui s'opposent passivement, d'une manière détournée, sournoise, silencieuse, sans heurts ni hostilité manifeste. Donc, procrastiner, ce n'est pas une maladie et ce n'est pas un trouble de la personnalité. Beaucoup d'études et de recherches ont été faites sur la procrastination. Elle n'est pas liée au degré d'intelligence, ni à la dépression par exemple. Et contrairement à ce qu'on a pu croire, elle n'est pas liée non plus au perfectionnisme. Il semblerait même que ce soit plutôt l'inverse. Les perfectionnistes procrastineraient moins que les autres. On a aussi évoqué la peur de l'échec et la peur du succès. Bref, rien de très clair. Une chose claire, des chercheurs chinois ont trouvé sur les images cérébrales obtenues par résonance magnétique, par IRM, que les cerveaux des procrastinateurs avaient quelques particularités. Leur cortex préfrontal antérieur fonctionne moins bien,
Or, c'est lui qui nous permet de planifier, d'anticiper, de rester focalisé sur une tâche. Ça pourrait vous servir d'excuse. C'est pas moi, c'est mon cerveau. Ça pourrait aussi expliquer en partie pourquoi c'est si difficile de modifier cette fâcheuse habitude. En tout cas, plus on procrastine, plus on procrastine. C'est le cercle infernal de la procrastination. En regardant les messages de mes amis sur mon smartphone, au lieu d'ouvrir mon courrier, je reçois une satisfaction immédiate, une récompense. Il est fort probable que je referai la même chose dès que j'aurai du courrier à ouvrir. Souvent, les gens qui procrastinent essayent de se dédouaner en faisant appel à des excuses qui sont tout aussi fumeuses les unes que les autres. Voyons-en quelques-unes. Je n'ai pas assez de temps pour le faire maintenant. Je le ferai dès que j'aurai fini ce que je suis en train de faire. C'est trop difficile pour que je le fasse maintenant. C'est trop important et je ne suis pas assez concentré pour m'y mettre. Ce n'est pas assez important et ça peut bien attendre. Ah, je suis trop fatigué, trop stressé, trop triste, trop en colère pour m'y mettre. Vous voyez, les excuses ne manquent pas. Mais espérer que demain, on sera plus concentré, plus en forme, plus joyeux, moins triste, ou qu'on aura plus de temps, c'est une illusion. La tâche qu'on repousse sera tout aussi difficile, tout aussi importante ou pas importante, et on aura probablement commencé une autre chose. Donc demain sera comme aujourd'hui, et je repousserai encore d'un jour. On pourrait parfois en rire, mais en fait, c'est un comportement qui peut vraiment coûter très cher. Voyons quelques conséquences qui vous attendent si vous continuez à procrastiner. Vous risquez d'avoir une moins bonne santé pour au moins 3 raisons. Premièrement, procrastiner, ça augmente l'angoisse et le stress. Or, on sait bien qu'un niveau trop élevé de stress rend notre système immunitaire moins efficace. Deuxièmement, en repoussant des rendez-vous ou des examens médicaux, certaines maladies risquent d'être dépistées trop tardivement. Et en remettant à plus tard certains comportements bénéfiques pour la santé, comme faire de l'exercice, changer son alimentation ou son rythme de sommeil, eh bien, on met aussi notre santé en danger. Troisièmement, vous essaierez de lutter contre toutes les émotions pénibles qui accompagnent parfois la procrastination, comme l'angoisse, la honte ou la culpabilité. Vous chercherez à fuir votre sentiment de dévalorisation, ou simplement fuir ce que vous avez à faire. Alors, pour ça, vous risquez de trop boire, trop fumer, ou prendre trop de drogues diverses et variées. Vous obtiendrez certes une gratification immédiate, mais au risque d'autres conséquences qui seront très négatives. On sait aussi que les procrastinateurs réussissent moins bien, que ce soit dans leurs études ou dans leur milieu professionnel. Procrastiner vous empêche de réaliser des travaux à la hauteur de vos compétences et donc de réaliser tout votre potentiel. Vous risquez d'être envahi par une totale désorganisation qui se traduira par une liste énorme de choses à faire sans avoir le temps d'en faire une seule. Au total, vous risquez tout simplement d'être moins heureux, moins satisfait de votre vie, de moins bien réussir professionnellement, mais aussi dans vos relations. Bref, vous avez gagné le tiercé. Moins performant, plus stressé et en moins bonne santé. On vient de voir les conséquences négatives de la procrastination. Existerait-il des bénéfices à être procrastinateur? Alors pour répondre avec un peu d'humour à cette question, voyons 2 réponses. Pour Henri de Monterland, il faut toujours tout remettre au lendemain. Les 3/4 des choses s'arrangent d'elles-mêmes, dit-il.
Pour d'autres, le secret de la longévité serait une longue habitude de toujours remettre au lendemain. Et oui. Plus sérieusement, certaines personnes assurent qu'elles travaillent beaucoup mieux sous la pression des délais courts, que ça augmente leur motivation. Mais elles sont vraiment très 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 rares. Il faut donc se rendre à l'évidence, il n'y a pas de bénéfice à procrastiner. Alors on va voir un petit peu les théories. Plusieurs théories ont essayé d'expliquer cette mauvaise habitude. Une seule semble digne d'intérêt, les autres n'ayant pas été confirmées par les différentes recherches, les différentes études qui ont été faites. Alors cette théorie, elle a un joli nom, théorie de la motivation temporelle. Et je ne vous le dis pas en anglais. Et elle s'exprime sous la forme d'une équation. Non, ne fuyez pas, vous allez voir, c'est simple. Vous voyez cette équation. La motivation, c'est ma préférence pour une action. Plus la motivation est élevée, moins je procrastine et plus vite je me mets au travail. Mais si ma motivation diminue, je risque alors de procrastiner. Alors voyons ce que représentent ces 4 mots. L'espérance, c'est la probabilité que je me donne de réussir la tâche que je me suis fixée. Elle dépend donc de la confiance que j'ai en mes capacités, en mon efficacité personnelle. La valeur, c'est simplement la gratification que j'attends si je concrétise la tâche. C'est donc la valeur que je donne au résultat de l'action que j'ai à faire. Si l'un de ces deux facteurs, ou les deux, augmente, ma motivation augmente, mais si l'un ou les deux diminue, ma motivation diminue aussi. L'impulsivité signifie en fait distractibilité. Si je ne suis pas capable d'ignorer la distraction, les distractions, et de retarder une récompense, alors l'impulsivité augmente. Elle mesure mon manque de contrôle de soi. Et le délai, c'est le temps nécessaire pour arriver au bout de la tâche. Si l'impulsivité ou le délai ou les deux augmentent, la motivation diminue. Mais si l'impulsivité ou le délai ou les deux sont faibles, ma motivation augmente. La motivation et donc le risque de procrastination, c'est le résultat de l'influence de ces 4 facteurs. Certains disent que la motivation vient avec le travail et non pas avant. L'équation montre qu'elle existe avant de commencer une tâche et qu'elle augmente pendant la réalisation de cette tâche. Simple à comprendre, puisque en progressant, on augmente l'espérance, je vais y arriver, et on diminue le délai, je me rapproche. C'est QFD. Amusez-vous à éclairer vos projets avec cette équation pour déterminer votre motivation et votre risque de procrastination. Cette théorie est intéressante car elle contient dans cette équation les moyens pour améliorer sa motivation et donc réduire le risque de repousser ce que nous avons à faire. Il suffit d'augmenter l'espérance et ou la valeur et de diminuer l'impulsivité et ou le délai. Je vous laisse réfléchir aux solutions possibles pour modifier ces 4 facteurs. Il faut bien que vous ayez quelque chose à faire. En conclusion, il y a une abondante littérature sur ce sujet, notamment des tonnes de livres et d'articles qui donnent des recettes pour arrêter de procrastiner. Vous pourriez toujours les lire pour éviter de vous mettre au travail. Je voudrais simplement insister sur 3 points. Si une tâche vous paraît trop importante, prenez l'habitude de la décomposer en tâches plus petites, avec des délais plus courts. Gardez à l'esprit la philosophie du Kaizen qui nous apprend à avancer à petits pas. Si vous voulez faire 100 km à pied, il faut commencer par un premier pas. C'est la somme de tous les petits pas qui vous mèneront là où vous souhaitez aller. Enfin, vous y arriverez d'autant plus facilement que vous trouverez du plaisir dans l'effort lui-même et pas seulement dans le résultat.
C'est en étant totalement absorbé dans ce que vous faites, concentré, engagé, que vous atteindrez l'expérience optimale, ce qu'on appelle en anglais le flow. C'est en aimant l'effort que vous pourrez vous développer et grandir. Alors, encore un petit mot pour vous rassurer. La procrastination diminue quand on vieillit. Alors, un peu de patience. À bientôt pour une autre vidéo.